Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission de reportage sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lieu connu de tous et qui a atteint son apogée dans les années 90 avant de sombrer et de disparaître totalement de nos jours. Je parle bien entendu de la cabine téléphonique et vu qu'on est chauvin, celle de France. Commençons avec les premières cabines apparues en France le 15 août 1881 à Paris, bien évidemment. Et c'est lors de la première exposition internationale d'électricité à Paris que la Société Générale des Téléphones a eu l'idée d'isoler 30 téléphones en démonstration dans des guérites en chaîne capitonnée. Pendant 4 ans, les cabines étaient très peu nombreuses, elles étaient reliées entre elles dans la région parisienne. Jusqu'en 1885, où pour la première fois, des cabines étaient reliées entre la ville de Reims et le palais Brongniart, pas Brognard mais Brongniart, là où se trouve la Bourse de Paris. Au fur et à mesure que les années passent, les cabines s'installent un peu partout dans les lieux publics. Les bureaux de poste, les cafés pour ne citer que, et l'offre s'étend à l'ensemble des réseaux français. Les abonnés paient leur communication par timbre téléphone ou encore par bulletin de conversation. Succès constant pour les cabines téléphoniques et surtout après l'année 1923, date de l'apparition du système de paiement par pièce qui augmenta encore le succès des publiphones. Oui, c'est le nom officiel des cabines téléphoniques françaises, le publiphone. Voilà, depuis 1923, le succès est colossal pour les cabines téléphoniques et en 1970, elles sont au sommet de leur gloire. On les voit partout, dans les abribus, sur la place du village à côté de la salle des fêtes, sur les trottoirs, et on commence à voir apparaître les formes de cabines dans lesquelles elles vont disparaître. Des milliers de cabines ont été installées en voie publique, des dizaines de milliers de cabines. Alors pourquoi finalement construire des habitacles ? D'abord parce qu'il y avait une attente des usagers à l'époque, des clients de ces cabines, pour qu'ils soient dans un milieu un peu protégé, notamment des intempéries. Les gens, ayant difficilement accès au téléphone, s'en servaient quotidiennement. Et quand on avait besoin de téléphoner mais qu'on n'était juste pas chez nous, ils étaient là pour nous. On trouvait assez facilement une cabine accessible. Pour donner un chiffre, en 1997, on comptait 300 000 cabines en France. Un très grand réseau et très rentable durant ces années-là. Malheureusement, les publiphones étaient souvent la cible de vandalisme, comme des tags, des vitres cassées ou encore la destruction du téléphone, que ce soit pour aucune raison ou pour récupérer les pièces que les usagers avaient utilisées auparavant. Et ces pièces de monnaie attiraient bien sûr les vandales. Regardez cette autre image tournée à Orléans en 1978, réaction d'Orléanais, réaction surtout d'usagers mécontents à l'époque. Vous utilisez souvent les cabines publiques Oui, de temps en temps, ça m'arrive. et vous en trouvez souvent qui marchent. Ah non, pas souvent. On met des pièces et puis arrivé là, ça marche pas. Mais ça, c'était surtout avant les années 80. Car à partir de là, les Français utilisaient non plus des pièces, mais des cartes à puce, nommées à l'époque télécartes ou encore cartes de télécommunication. Tout le monde se rappelle des télécartes ou de la carte France Télécom qui permet de téléphoner avec une carte à puce, sans avoir à mettre d'argent dans l'appareil. Cartes qui drastiquement réduiront le nombre de destructions des cabines téléphoniques. Autre nouveauté, en 1984, le plan cloche bleue permettait aux cabines téléphoniques de recevoir des appels grâce à un numéro qui leur était approprié. Oui, allô ? Oui, je voulais vous demander quelques précisions à propos de l'opération Cloche Bleue. On pouvait se faire appeler dans une cabine. Tout à fait, ça a démarré dans les années 80 et puis progressivement on a rendu toutes les cabines appelables. Pour qu'on puisse être joint dans une cabine. Il y avait un numéro. Oui, chaque cabine avait un numéro affiché dans la cabine d'ailleurs. Les terminaisons étaient relativement similaires, 24, 42, 68, 86, pour que ce soit un numéro relativement mémotechnique quand même, pour savoir qu'on avait des chances de tomber sur un numéro de cabine. Bref, les cabines sont utilisées par tout le monde avec un moyen de paiement révolutionnaire pour l'époque. Elles faisaient le bonheur des usagers comme le bonheur de France Télécom. Quelques infos sur nos cabines téléphoniques. Première info, les cabines possédaient un système automatique d'alerte en cas de panne. Et ça existait que en France. Afin d'être prises en charge rapidement et pour revenir fonctionner à la normale le plus vite possible pour les usagers. Deuxième info, la maintenance et le nettoyage des cabines sont externalisés. C'était pas France Télécom, c'était une société qui était employée par France Télécom.
Leur réparation était assurée par un des 22 techniciens spécialisés. 22 techniciens pour 300 000 cabines, bon, voilà. Passé les glorieuses années 90 et voyant arriver les années 2000, le déclin des cabines téléphoniques fut très rapide. La raison est simple, l'avènement du téléphone portable. Pourtant, au début, le Publiphone tient bon. La fréquentation baisse, certes, mais les personnes en zone blanche, non équipées ou soucieuses de préserver leur anonymat, sont encore présents dans des cabines, et aussi car les tarifs étaient à cette époque plus raisonnables et plus économiques vers certaines destinations. Malgré cela, France Télécom commence à démanteler quelques cabines par-ci par-là, car de moins en moins rentables. Dans les années 2010, on estime que 60% des 300 000 cabines étaient à la casse. C'est une belle baisse, c'est une belle baisse. Pourtant, elles sont encore là, au nom du service universel. L'opérateur était tenu d'assurer un maillage minimum du territoire, et ce, même dans les zones à faible fréquentation où elles n'étaient pas rentables. Ainsi, chaque commune devait être équipée d'au moins une cabine, et des téléphones supplémentaires devaient être installés dans les communes de plus de 1000 habitants. En 2015, la loi Macron supprime l'obligation du service universel, et France Télécom, devenue Orange entre-temps, passe à l'action pour démanteler les quelques 40 000 cabines restantes dans les bourgades de France. Le maire du village vient voir si la cabine téléphonique marche encore. Il craint qu'Orange les mise hors service. Eh bien ça marche, alors c'est très bien. Le maire est rassuré car dernièrement, 2 autres cabines du village qui n'étaient plus rentables ont été désactivées. Dans ce petit village de 350 habitants, le réseau est très mauvais. Alors les cabines téléphoniques sont un lien sûr qui les relie au secours, notamment lors d'épisodes de fortes intempéries. Orange, pour convaincre la suppression des cabines, dira que les cabines restantes n'engendrent qu'environ 12 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, entre 516 millions d'euros en l'an 2000. On notera quand même la tentative en 2010 de créer des nouvelles cabines de leur temps, avec un accès à Internet par exemple. Jamais une cabine téléphonique n'avait attiré autant de monde. Il faut dire qu'on nous présente un modèle futuriste. Tout simplement, avec le doigt, avec l'avantage, comme c'est de la téléphonie sur Internet, vous pouvez corriger votre numéro si vous vous êtes trompé. Et oui, le bonheur n'est plus simple comme un coup de fil. Pour séduire, il faut un écran tactile, 10 minutes d'internet gratuite et la possibilité de trouver le restaurant ou la pharmacie la plus proche de vous. Non, ça sert à rien, on a tous des téléphones portables maintenant, donc ça sert à rien. Ça vous arrive d'utiliser les cabines téléphoniques ? Oui, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, dans mes 18 ans, une fois. Elle sera la seule à apparaître en France avant de disparaître dans l'indifférence la plus totale. Pour ne pas oublier ces cabines mythiques qui commençaient à disparaître, certaines sont transformées en bibliothèques de quartier. Et l'objet est même devenu vintage, parfois détourné. Celle-ci à Sainte-Catherine doit ainsi son salut aux mots et aux amoureux de la lecture, puisqu'elle abrite désormais une boîte à livres. Les gens qui viennent apprécient beaucoup. Ils apprécient, et puis bon, s'ils crachinent un petit peu dans notre pays, ils sont un peu à l'abri pour faire le choix de leurs livres. Comme elle, une vingtaine de cabines téléphoniques devraient ainsi être reconverties dans la région, vouées à d'autres usages. Officiellement, depuis le 1er janvier 2018, il n'y a plus de cabines téléphoniques en France. Le Monde affirme qu'il en restait encore 300 dans des villages non couverts par les réseaux mobiles ou dans des villes où seul Free est présent. Celle-là, elle est gratuite, elle est pour Free. C'est moi qui paye. Aux dernières nouvelles, en 2020, il reste 2 reliques en Haute-Garonne. Pour conclure, je dirais que la cabine téléphonique m'a personnellement toujours intrigué. J'aimais bien me servir du téléphone qui se trouvait dedans. Je ne pouvais pas appeler, j'étais trop petit, j'avais pas d'argent. Mais soit mon père appelait la cabine discrètement ou pas, ou soit je tapais des numéros au hasard et j'étais content. Et souvent je tombais sur le service technique d'Orange. Mais je raccrochais avant que quelqu'un réponde. Évidemment, tu coco, ceux qui regardaient et qui étaient avec moi, tu connais. Visiblement, je n'étais pas le seul à trouver cet objet intriguant et intéressant, car on retrouve aussi les cabines dans des films et des séries, et aussi dans la pop culture et dans l'art. J'espère vous avoir partagé des infos sur ce mobilier urbain apparu dans la fin des années 1880 et qui a disparu très récemment dans les années 2000. Ancré dans la tête de pas mal de gens, cet appareil où des millions de personnes ont dû se dire des choses importantes ou pas, et sur cette curiosité qui personnellement m'a longtemps passionné. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des remarques, les commentaires, c'est juste en dessous, ainsi que les sources, si vous voulez aller vérifier. Merci pour les retours sur le premier reportage sur le métro de Lille. Ça m'a fait très plaisir, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vues,
Mais merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Et à bientôt pour de futures vidéos. La bise!